L'écran s'est figé sur un visage que tu ne connaissais pas. Ou peut-être que si. Un nom, une photo, une mention dans une story. Ce n'était rien, et pourtant, c'était tout. Une vague de froid a parcouru ton corps, une contraction si rapide et si profonde que ton esprit n'a même pas eu le temps de la nommer. Ce n'était pas de la jalousie, pas encore. C'était quelque chose de plus ancien, de plus primal. La sensation d'une chaise qui se retire juste au moment où tu allais t'asseoir. La certitude soudaine et glaciale que ta place n'était plus la tienne. Ou peut-être qu'elle ne l'avait jamais vraiment été. La logique a tenté de prendre le dessus. Ce n'est rien. Tu ne sais même pas qui c'est. Tu exagères. Vous n'êtes même pas officiellement ensemble. Ou vous ne l'êtes plus. Les phrases rationnelles se sont alignées dans ta tête comme des soldats bien disciplinés, prêts à combattre l'incendie. Mais elles étaient armées de pistolets à eau face à un brasier. Car la douleur qui a déferlé n'avait rien de logique. Elle ne venait pas de la situation présente, de cette photo, de ce nom. Elle venait d'une faille bien plus profonde, d'un endroit en toi qui a toujours su que cela pouvait arriver. Un endroit qui, secrètement, l'attendait. C'est là que le véritable drame commence. Pas dans la relation avec lui, pas dans la compétition avec elle, mais dans l'espace entre ton corps qui se contracte et ton esprit qui tente de le calmer. Cette douleur n'est pas proportionnelle à l'événement. Elle est proportionnelle à la taille de la blessure qu'elle vient de réveiller. La peur d'être remplacée. Une peur qui ne parle pas de cet homme, ni de cette femme. Elle parle de ta propre valeur perçue. Elle pose la question la plus terrifiante qui soit. Si je suis remplaçable, ai-je jamais vraiment existé pour lui ? Ai-je une valeur intrinsèque ? Et cette question, une fois posée, ne te quitte plus. Elle colore tes journées, hante tes nuits. Chaque silence de sa part devient une confirmation. Chaque interaction que tu imagines entre eux devient une preuve. Tu commences à vivre dans un tribunal intérieur où tu es à la fois l'accusé, la procureure et le jury. Et le visage de cette autre femme devient la pièce à conviction numéro 1. Ce n'est pas une simple insécurité, c'est l'activation d'un complexe, au sens jungien du terme. Un nœud d'énergie psychique, chargé d'émotions et de souvenirs, qui dormait sous la surface. Le complexe d'être la seconde, celle qu'on peut échanger, celle qui n'est pas tout à fait assez. Et quand ce complexe est activé, il prend le contrôle. Il dévore la réalité et la recrache sous la forme d'une histoire où tu es destiné à perdre. Ton système nerveux ne réagit pas à la situation de 2024, avec un téléphone et une application. Il réagit à une menace de survie archaïque, celle d'être exclu du clan, laissé pour compte, parce qu'un autre membre a été jugé plus utile, plus désirable. Voilà pourquoi ça fait si mal. Ce n'est pas ton cœur d'adulte qui est simplement déçu. C'est une partie bien plus jeune de ta psyché qui est en panique. Une partie qui a peut-être appris très tôt que l'amour et la sécurité étaient conditionnels, qu'il fallait être la meilleure, la plus sage, la plus jolie pour ne pas être mise de côté. Et aujourd'hui, cette photo, ce nom, ce simple indice est venu lui dire « Tu vois, tu as échoué. Tu n'as pas été assez. » La douleur est celle d'une chute vertigineuse dans un puits que tu croyais avoir comblé depuis longtemps. Et le pire, c'est que tu te sens honteuse de cette douleur. Tu t'en veux d'être si faible, si dramatique. Tu t'en veux de ne pas pouvoir simplement hausser les épaules et passer à autre chose. Mais comment pourrais-tu ? Ce n'est pas une pensée que tu peux chasser. C'est ton corps tout entier qui est en état d'alerte, qui vit la possibilité du remplacement comme une annulation de ton être. Le chemin pour sortir de cette douleur ne consiste pas à te convaincre qu'elle est illogique. Il consiste à comprendre son langage, à écouter ce que cette panique essaie de te dire, non pas sur lui ou sur elle, mais sur la fondation de ta propre valeur. Cette autre femme, sans le savoir et sans le vouloir, n'est pas venue te prendre ta place. Elle est venue te montrer où, en toi, la place n'a jamais été solidement construite. Elle est venue te forcer à regarder la fissure. Et c'est peut-être, aussi douloureux que cela puisse paraître, le début d'une véritable construction.
Tu entres alors dans une phase étrange, une sorte de brouillard obsessionnel. Ton attention, qui était autrefois un champ large et ouvert sur ta propre vie, se rétrécit pour devenir un faisceau laser pointé sur un seul et unique sujet. Elle. Qui est-elle? À quoi ressemble-t-elle? Que fait-elle? Où vit-elle? Chaque bribe d'information devient une pièce d'un puzzle que tu t'acharnes à reconstituer, persuadé que si tu arrives à voir l'image complète, tu comprendras enfin. Tu comprendras pourquoi. Tes doigts acquièrent une vie propre. Ils tapent son nom dans les moteurs de recherche, explorent les méandres des réseaux sociaux. Tu deviens une détective privée de ta propre douleur, traquant les indices de ton insuffisance. Chaque photo d'elle est une micro-agression. Tu la regardes sourire et tu te demandes « Est-ce qu'il la trouve plus joyeuse que moi ?» Tu la vois en voyage et tu penses « Est-ce qu'elle est plus aventureuse ?» Tu analyses ses amis, son travail, la façon dont elle incline la tête. Tu te livres à une comparaison frénétique, une autopsie de ton estime de soi. Ce n'est pas de la simple curiosité. C'est un mécanisme de survie déréglé. Ta psyché, en panique, croit qu'en comprenant la menace, elle pourra soit l'imiter pour regagner sa place, soit trouver une faille pour la discréditer, soit enfin accepter la défaite et commencer le deuil. Mais ce processus ne mène à aucune de ces issues. Il ne fait que creuser le sillon de la douleur. Chaque heure passée à la rechercher est une heure où tu t'abandonnes toi-même. Tu n'es plus le personnage principal de ta propre vie. Tu es devenue une spectatrice de la sienne. C'est ici que l'ombre, cette partie de nous que nous refusons de voir, entre en scène avec fracas. La comparaison fait naître des sentiments que tu juges inacceptables. L'envie, si puissante qu'elle te tord l'estomac. Une pointe de méchanceté, le désir secret de trouver une photo où elle n'est pas à son avantage. La rage, une colère sourde non seulement contre elle ou contre lui, mais contre l'injustice fondamentale de la situation. Et surtout, la honte. La honte de ressentir tout cela. La honte d'être devenue cette femme qui espionne une autre femme, qui se diminue à chaque clic. Tu te dis que tu es devenue folle, que tu as perdu toute dignité. Mais ce n'est pas de la folie, c'est l'ombre qui se manifeste. Ces émotions que tu tentes de réprimer ne sont pas des preuves de ta méchanceté, ce sont des messagers. L'envie te dit, il y a quelque chose que tu désires et que tu ne t'autorises pas à avoir. La rage te dit, une de tes limites fondamentales a été violée. La honte te dit, tu agis en contradiction avec l'image que tu as de toi-même, et ça te coûte. Ignorer ces sentiments, c'est comme mettre un couvercle sur une marmite en ébullition. La pression monte. La seule voie est de les reconnaître, sans jugement. De dire, dans le silence de ton être, « Oui, je ressens de l'envie. Oui, je ressens de la rage. Oui, je me sens humilié. » Ce n'est pas consentir à ces émotions, c'est cesser de lutter contre leur existence. C'est le premier pas pour leur retirer le pouvoir de te diriger. Tant que tu les refuses, elles agissent dans ton dos, te poussant à cliquer encore et encore, dans un cycle sans fin de torture auto-infligée. Et puis, il y a la conversation que tu as avec lui, dans ta tête. Ou parfois, la vraie conversation. Tu cherches des explications, des justifications. Tu veux qu'il te dise qu'elle ne compte pas, qu'il n'y a rien, que tu es la seule. Chaque mot qu'il prononce est passé au crible. S'il dit « c'est juste une amie », tu analyses le juste. S'il dit « on s'entend bien », tu te focalises sur le bien. Tu deviens une experte en sémantique de la réassurance. Mais aucune réassurance extérieure ne peut calmer la panique du complexe qui a été activé. Même s'il jurait sur tout ce qu'il a de plus sacré que tu n'as rien à craindre, une partie de toi ne le croirait pas. Parce que le problème n'est plus en lui, il est en toi. Le tribunal a déjà rendu son verdict, et tout ce qu'il dit est interprété à la lumière de cette condamnation initiale. Si tu reconnais cet endroit, cette spirale de la comparaison où chaque clic est un petit abandon de soi, tu peux laisser un mot qui n'est pas pour lui, ni pour elle, mais pour toi. Un mot comme spirale, écran ou recherche.
juste pour nommer l'endroit où ton attention s'est perdue. Cette quête effrénée d'informations sur elle est en réalité une quête d'identité par la négative. Tu ne cherches pas à savoir qui elle est, tu cherches à savoir ce que tu n'es pas. Chaque qualité que tu lui prêtes est une qualité que tu te retires. Elle est spontanée, donc tu es rigide. Elle est sociable, donc tu es renfermé. Elle est lumineuse, donc tu es éteinte. C'est un processus d'autodémolition méthodique. Le plus grand piège est de croire que si seulement tu pouvais être plus comme elle, tu pourrais regagner ta place. C'est une illusion toxique, car elle te pousse à t'éloigner encore plus de qui tu es. Tu commences à te regarder avec les yeux que tu lui prêtes à lui. Tu te juges selon des critères qui ne sont pas les tiens. Tu changes peut-être ta façon de t'habiller, de parler. Tu te forces à t'intéresser à des choses qui t'ennuient profondément, dans une tentative désespérée de correspondre à un fantôme, à une image que tu as toi-même construite. C'est ici que le concept jungien de l'animus devient crucial. L'animus est l'archétype du masculin à l'intérieur de la psyché féminine. Dans son aspect positif, il est une source de clarté, de courage, de discernement. Mais lorsqu'il est négatif et projeté sur un homme extérieur, il devient un juge intérieur impitoyable. Son regard, ses opinions, ses choix deviennent la seule mesure de ta valeur. Quand une autre femme apparaît, ton animus négatif se déchaîne. Il prend le visage de cet homme et utilise cette femme comme preuve irréfutable de ton manque de valeur. La voix que tu entends dans ta tête, celle qui te dit « tu n'es pas assez bien », elle est mieux que toi. Tu l'as perdue parce que tu es comme ci ou comme ça. Ce n'est pas la voix de la vérité. C'est la voix de ton animus négatif, qui a trouvé en cette situation le prétexte parfait pour exercer sa tyrannie. Tu ne te bats donc pas contre une femme de chair et d'os. Tu te bats contre une instance psychique en toi qui a pris le parti de ton adversaire. Tu as internalisé le juge. Son silence, son choix, son attention portée ailleurs ne sont plus des événements extérieurs. Ils deviennent un verdict prononcé à l'intérieur de ton propre crâne, 24 heures sur 24. Le travail de libération consiste à retirer cette projection, à cesser de lui donner le pouvoir de définir qui tu es. Cela commence par une prise de conscience. La voix qui te juge n'est pas lui. Ce n'est même pas la vérité. C'est une partie de toi, une structure psychique qui a besoin d'être confrontée et transformée. Au milieu de cette tempête, il y a une scène qui se répète, presque un rituel. La nuit est tombée, la maison est silencieuse. Tu as dit que tu allais dormir, mais tu es assise sur le bord de ton lit, ou dans l'obscurité de ton salon, le téléphone à la main. La lumière bleutée de l'écran est la seule source de clarté. Tes épaules sont voûtées, ton cou est tendu. Tu ne ressens même plus la position inconfortable de ton corps. Il est entièrement au service de la mission. Ton pouce glisse sur l'écran presque sans que tu le commandes. Il connaît le chemin par cœur. Son profil, puis le profil de ses amis, jusqu'à ce que tu la trouves. Ou peut-être as-tu déjà son profil en favori, pour un accès plus rapide à la douleur. Tu ouvres une photo de groupe où elle se trouve. Tu zoomes, tu analyses son expression. Est-ce qu'elle a l'air heureuse? Plus heureuse que toi? Tu regardes les commentaires. Est-ce qu'il a liké? Est-ce qu'un de ses amis a laissé un commentaire qui pourrait être un indice? Tu passes à une autre photo. Elle, avec ses amis. Elle rit. Tu te demandes si tes rires à toi sont aussi authentiques. Tu te trouves soudainement fausse, calculatrice. Tu regardes sa tenue? Est-ce que tu devrais t'habiller comme ça? Tu regardes son corps. Et là, une vague de haine de soi te submerge. Tu commences à scanner ton propre corps dans ton esprit, à la recherche de tous ses défauts. Ta cellulite, tes vergetures, ce ventre qui n'est pas assez plat, ces cheveux qui ne sont jamais comme tu le voudrais. Chaque partie de toi est jugée et condamnée, en comparaison avec cette image idéalisée sur l'écran. 1 heure passe, puis 2. Tu as les yeux qui brûlent, tu as soif. Tu devrais te lever, boire un verre d'eau, aller te coucher. Mais tu ne peux pas. C'est comme une drogue.
Chaque nouvelle information, même si elle est douloureuse, te donne l'illusion de reprendre un peu de contrôle. L'illusion que si tu en sais assez, tu pourras te protéger ou trouver la formule magique pour inverser la situation. Soudain, tu vois une nouvelle story. Une story d'elle. Ton cœur s'accélère. Tu cliques. C'est une vidéo banale, un paysage, une tasse de café. Mais tu entends sa voix en fond sonore. Et là, c'est une nouvelle étape dans la torture. Sa voix. Tu la compares à la tienne. Est-elle plus douce, plus assurée ? Tu imagines sa voix parler à lui. Tu imagines leur conversation. Et tu te sens exclu, invisible, comme si le monde entier continuait de tourner dans une fête à laquelle tu n'es pas invité. Quand tu lèves enfin les yeux de l'écran, il est 3 heures du matin. Une nausée te prend. Ce n'est pas seulement la fatigue, c'est le dégoût. Le dégoût de ce que tu es devenu. Cette femme qui passe ses nuits à disséquer la vie d'une inconnue. La solitude à ce moment-là est abyssale. Tu ne peux en parler à personne. Comment expliquer cette obsession sans paraître pathétique ? Comment avouer que tu as passé 3 heures à regarder les photos de la nouvelle amie de l'homme que tu aimes ? Tu reposes le téléphone, écran vers le bas, comme si tu punissais l'objet de ton supplice. Tu t'allonges, mais le sommeil ne vient pas. Les images continuent de défiler dans ta tête. Son sourire, leur possible conversation, ta propre image, déformée et diminuée. Et la question qui revient, encore et encore, pourquoi elle ? Qu'a-t-elle que je n'ai pas ? Cette scène nocturne n'est pas un signe de faiblesse. C'est le symptôme le plus visible du complexe qui a pris le pouvoir. C'est une tentative désespérée de la psyché de trouver un sens à une douleur qui la submerge. En cherchant à l'extérieur, sur cet écran, une réponse à une question qui est purement intérieure. Le drame n'est pas sur le téléphone. Le drame, c'est que, pendant ces 3 heures, ton centre de gravité n'était plus en toi. Il était dans la vie d'une autre. Et c'est ça, la véritable définition de se perdre. Le point de bascule arrive, non pas comme une grande révélation fulgurante, mais comme un épuisement. Un jour, alors que tu t'apprêtes à commencer ton rituel de vérification, une autre voix se fait entendre. Une voix lasse, mais claire. Elle ne crie pas, elle murmure. « Je ne peux plus. Je ne peux plus passer mes soirées à devenir une experte de sa vie à elle. Je ne peux plus me regarder dans le miroir et y voir le reflet de mes insuffisances comparées à elle. Je ne peux plus donner à son choix, réel ou imaginaire, le pouvoir de dicter ma valeur. Ce « je ne peux plus » n'est pas un signe de défaite. C'est le premier signe de la victoire de ton moi profond. C'est la partie saine de ta psyché qui dit « stop ». C'est ton système nerveux qui, après avoir été en état d'alerte constant, arrive à saturation et réclame le repos. C'est là que la question fondamentale change. Elle passe de « qu'a-t-elle que je n'ai pas ?» à une question bien plus puissante et bien plus terrifiante. Pourquoi ai-je eu besoin de sa non-existence pour me sentir en sécurité dans ma propre place ? Et la question subsidiaire, pourquoi le choix d'un homme est-il devenu le tribunal suprême de ma valeur en tant que femme ? C'est un changement de perspective radical. Tu cesses de regarder le match qui se joue sur le terrain, lui, elle, et tu commences à t'interroger sur le stade lui-même. Pourquoi es-tu assise dans les gradins de ta propre vie, en train de regarder les autres jouer ? La réponse est inconfortable. C'est parce qu'une partie de toi a appris que sa valeur n'était pas intrinsèque, mais relationnelle. Qu'elle dépendait d'être choisie, préférée, validée. Cette croyance ne date pas de cette relation. Elle est beaucoup plus ancienne. Elle remonte peut-être à l'enfance, à la dynamique familiale, aux premières amitiés, où tu as pu te sentir en compétition pour l'attention, pour l'amour. L'autre femme n'est donc pas une rivale, elle est un miroir qui te renvoie l'image de ta propre dépendance à la validation extérieure. Tant que tu essaies de briser le miroir, en la détestant, en la dénigrant, ou de devenir le miroir, en essayant de l'imiter, tu restes piégé. La seule issue est de te détourner du miroir et de commencer à chercher ton reflet à l'intérieur de toi. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie prendre une décision consciente de rapatrier ton attention.
Ton attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. C'est la monnaie de ton énergie vitale. Et depuis des jours, des semaines, tu la dépenses sans compter sur le compte en banque d'une autre. Rapatrier ton attention, c'est un acte. C'est décider, activement, de ne plus aller sur son profil. Non pas parce que tu es forte ou que tu t'en fiches, mais parce que tu choisis de ne plus t'infliger cette douleur. C'est un acte de compassion envers toi-même. Au début, c'est incroyablement difficile. Tes doigts auront le réflexe de taper son nom. L'ennui, la solitude, l'anxiété seront des déclencheurs puissants. La clé n'est pas de résister avec force, mais de remarquer l'impulsion et de choisir doucement autre chose. Quand l'envie de vérifier te prend, au lieu de céder ou de te flageller, tu peux simplement observer. Ah, voilà l'impulsion. Mon système nerveux cherche sa dose de drame et de comparaison. Intéressant. Et puis, tu te lèves et tu fais autre chose. Tu mets de la musique. Tu sors marcher 5 minutes. Tu te fais un thé. Tu lis une page d'un livre. N'importe quoi qui brise le schéma automatique. Chaque fois que tu réussis à faire cela, tu renforces un nouveau chemin neuronal. Tu apprends à ton cerveau qu'il existe d'autres moyens de gérer l'inconfort que de se plonger dans l'obsession. Tu peux nommer ce moment pour toi, même si tu ne l'écris nulle part. Comment appellerais-tu ce premier geste de retour à toi ? Respiration, pause, choix. C'est un mot qui marque le début de la fin de l'exil. Lentement, l'espace mental qui était entièrement occupé par elle commence à se libérer. Au début, cet espace est inconfortable. C'est du vide. Et le vide peut faire peur. Tu as envie de le remplir immédiatement avec une autre pensée, une autre distraction. Mais si tu parviens à rester avec ce vide, ne serait-ce que quelques secondes, quelque chose de nouveau peut émerger. Tes propres pensées, tes propres désirs, tes propres envies. Tu te souviens peut-être que tu aimais peindre, ou que tu voulais essayer ce cours de poterie, ou simplement que tu aimes le silence. Tu commences à reconstruire ton identité, non pas en opposition à elle, ni en imitation d'elle, mais à partir de ton propre centre. La nouvelle identité ne se décrète pas, elle se construit, geste après geste. C'est choisir de porter ce vêtement que tu aimes, même si tu te demandes ce qu'il en penserait. C'est exprimer une opinion qui est la tienne, sans la filtrer à travers son approbation supposée. C'est cesser de vivre dans sa réaction. Ce processus est le début de l'individuation, le processus par lequel tu deviens qui tu es vraiment, distincte des attentes des autres, des projections et des rôles que tu as cru devoir jouer pour être aimé. L'autre femme, cette figure qui a causé tant de douleur, devient paradoxalement le catalyseur de ta propre naissance. Elle t'a poussé dans tes retranchements, là où tu n'avais plus d'autre choix que de te trouver, parce que te perdre complètement était devenu insupportable. Le chemin n'est pas linéaire. Il y aura des jours où la vieille peur reviendra, où l'envie de comparer te saisira à la gorge. La différence, c'est que maintenant tu la reconnaîtras. Tu ne seras plus sa victime inconsciente. Tu pourras la voir arriver et dire « Je te vois, je sais que tu es là. Mais aujourd'hui, je choisis de ne pas te laisser conduire. » C'est ça, la véritable force. Pas l'absence de peur, mais la capacité de ne plus la laisser tenir le volant. Cette nouvelle position intérieure, si fragile au début, va inévitablement être testée. La vie ne nous laisse jamais nous en sortir avec une simple décision intellectuelle. Elle veut voir si l'intégration a eu lieu dans le corps, dans les réflexes. C'est l'épreuve relationnelle tardive. Le test peut prendre plusieurs formes. Un soir, alors que tu as passé une journée calme, centrée, presque fière de toi, ton téléphone vibre. Son prénom s'affiche. Un message court, anodin. Ça va ? Instantanément, ton corps réagit avant ta pensée. La décharge d'adrénaline. Le cœur qui s'emballe. La chaleur qui monte à tes joues. C'est l'ancienne réaction, le système nerveux qui crie « Signal, il est là !» C'est peut-être le moment. L'ancienne partie de toi veut répondre immédiatement, être spirituelle, disponible, prouver que tu vas bien,
mais pas trop bien, juste assez pour qu'il s'intéresse. Mais quelque chose a changé. Il y a une pause, un espace d'1 seconde entre l'impulsion et l'action. Dans cet espace, la nouvelle conscience émerge. Tu observes la panique de ton corps sans te fondre en elle. Tu respires. Tu ne saisis pas le téléphone comme une naufragée s'agrippe à une bouée. L'ancienne interprétation aurait été « Il pense à moi. Peut-être qu'il regrette. Peut-être qu'elle n'est pas si importante. C'est ma chance de regagner du terrain. » La nouvelle interprétation, plus calme, plus nuancée, se demande « Qu'est-ce que ce message signifie vraiment ? Est-ce une véritable ouverture à la connexion ou une simple vérification d'accès ? Est-ce qu'il s'ennuie ? Est-ce qu'il teste pour voir si je suis toujours dans son orbite ? Le nouveau choix n'est pas de l'ignorer pour le punir. Le jeu du silence contre le silence est un jeu d'ego qui ne mène nulle part. Le nouveau choix est de répondre à partir de ton centre et non de ta blessure. Tu peux attendre 1 heure ou 2, non pas par stratégie, mais pour laisser la vague émotionnelle passer et répondre à partir d'un état de calme. Ta réponse sera peut-être un simple « Oui, ça va, j'espère que toi aussi ». C'est poli, c'est fermé. Ce n'est pas une invitation à une longue conversation. Tu ne lui donnes pas de détails sur ta vie, tu ne lui offres pas ton monde intérieur sur un plateau. Tu ne lui poses pas de questions ouvertes pour le forcer à continuer. Pourquoi ce n'est pas un jeu, du froid ou une punition ? Parce que l'intention a changé. L'intention n'est plus de le faire réagir. L'intention est de protéger ta propre paix. Tu as appris, dans la douleur, que ta paix intérieure est plus précieuse que l'excitation éphémère d'une conversation ambiguë. Tu as compris que donner un accès illimité à ton énergie et à ton attention à quelqu'un qui n'est pas clair est une forme d'auto-trahison. Ta réponse mesurée n'est pas une porte fermée à clé. C'est une porte avec un Judas. Tu regardes qui est là et ce qu'il veut avant d'ouvrir en grand. Ou le test peut être plus direct. Tu es avec des amis et quelqu'un, innocemment, mentionne son nom et le sien. J'ai vu que lui et elle étaient à tel endroit ce week-end, ils avaient l'air proches. La contraction dans ton ventre est immédiate, violente, la même sensation de chute. L'ancienne réaction serait de te décomposer, de devenir silencieuse, de passer le reste de la soirée à ruminer ou de poser des questions insistantes pour en savoir plus, te torturant avec les détails. La nouvelle position, c'est de sentir la douleur, de l'accueillir presque. Ah, te voilà, ma vieille amie la peur d'être remplacée. Assieds-toi, mais tu ne restes pas longtemps. Tu respires à travers la sensation. Tu ne la laisses pas s'emparer de tout ton être. Tu restes présente dans la conversation avec tes amis. Tu peux même répondre avec une neutralité qui te surprend toi-même. Ah oui ? D'accord. Tu ne cherches pas à cacher ta douleur, mais tu ne la laisses plus devenir le spectacle principal. Tu découvres que tu peux avoir mal et continuer à vivre en même temps. La douleur n'est plus une condamnation à l'isolement. Ce qui est testé ici, c'est ta capacité à ne plus faire de son histoire ton histoire. Sa vie continue, avec ou sans elle, avec ou sans toi. C'est un fait. Le drame ne réside pas dans ce fait, mais dans l'interprétation que tu y plaques. Que sa vie qui continue annule la tienne. Le nouveau choix est de refuser cette interprétation. Sa vie est sa vie, la tienne est la tienne. Et tu es en train de la réinvestir, de la rendre à nouveau intéressante et pleine. Ce processus de détachement progressif change ton corps. Tu ne t'en rends pas compte au jour le jour, mais après quelques semaines, tu remarques des changements subtils. Tu te réveilles un matin, et la première pensée de ta journée n'est pas pour lui. Ce n'est pas une pensée du tout, c'est la sensation du soleil sur ton visage, ou l'odeur du café. Le centre de gravité de ton monde a commencé à se déplacer, revenant de son orbite lointaine vers ton propre corps. Ton sommeil devient plus profond. Tu ne te réveilles plus en sursaut à 3 heures du matin, avec une bouffée d'angoisse, le cœur battant, à l'idée qu'il est peut-être avec elle en ce moment même. Ton système nerveux, qui était en mode combat ou fuite permanent, apprend lentement à se mettre en mode repos et digestion. Il apprend que la menace n'est pas réelle, qu'il n'y a pas de tigre aux dents de sabre qui va te dévorer.
La façon dont tu tiens ton téléphone change. Avant, il était une extension de ta main, un objet quasi sacré, porteur de toutes les promesses et de toutes les déceptions. Maintenant, tu l'oublies parfois dans une autre pièce pendant des heures. Le son d'une notification ne provoque plus un spasme dans tout ton corps. Tu peux le regarder calmement, sans cette montée d'espoir et de peur mêlée. Ta posture se modifie. Les épaules, qui étaient constamment tendues, prêtes à recevoir un coup, commencent à se détendre. Tu te tiens plus droite. Ta respiration, qui était souvent courte et thoracique, descend plus bas dans ton ventre. Tu redécouvres la sensation d'une respiration pleine et entière, une respiration qui n'est pas suspendue à l'attente d'un signe. Si tu veux, laisse un mot qui n'est pas pour lui, mais pour la partie de toi qui a attendu trop longtemps. Un mot comme respiration, centre ou paix. Même ton rapport à la nourriture et à ton corps se transforme. La comparaison obsessionnelle t'avait peut-être poussé à des comportements extrêmes, à te priver ou au contraire à manger tes émotions. En te détachant de l'image de l'autre, tu reviens à l'écoute de tes propres besoins. Tu manges parce que tu as faim, tu bouges parce que ça te fait du bien, non plus pour sculpter un corps de revanche ou pour correspondre à un idéal. Tu commences à habiter ton corps avec plus de douceur, de bienveillance. Tu cesses de le voir comme un objet à perfectionner pour le marché de la séduction, et tu le redécouvres comme ta maison. Ce retour au corps est la preuve la plus tangible que la guérison est en marche. Parce que le complexe de remplacement ne vit pas dans la tête, il vit dans les tissus, dans les muscles, dans le système nerveux. C'est le corps qui a gardé la mémoire de la peur d'être abandonné. Et c'est le corps qui, le premier, te signale que la sécurité ne vient plus de l'extérieur, mais qu'elle commence à être générée de l'intérieur. Tu apprends à te sentir chez toi, en toi-même, indépendamment de qui entre ou sort de ta vie. Le voyage n'est pas terminé. Il y aura des jours de brouillard, des retours en arrière. Mais la direction est prise. Un jour, tu te surprendras à penser à cette autre femme sans la moindre charge émotionnelle. Elle ne sera plus une rivale, un miroir, une tortionnaire. Elle sera juste une femme. Une personne avec sa propre histoire, ses propres blessures, ses propres joies. Le fait qu'elle existe ne diminuera plus le fait que tu existes. Tu te rendras compte que tu n'as plus besoin qu'elle soit moins bien que toi pour te sentir bien. Tu n'as plus besoin de la dénigrer pour te rehausser. Tu peux lui souhaiter le meilleur, sincèrement, car son bonheur ne t'enlève rien. C'est un signe de guérison profonde. Quand tu peux regarder la source de ta plus grande douleur avec neutralité, voire avec une forme de compassion distante, tu sais que tu es libre. Tu as cessé de participer à un jeu auquel tu n'as jamais consenti. Le jeu de la comparaison, orchestré par une société patriarcale qui a tout intérêt à ce que les femmes se voient comme des concurrentes pour la ressource rare qu'est l'attention masculine. Tu as déposé les armes, non pas parce que tu as perdu, mais parce que tu as compris que la seule façon de gagner était de refuser de jouer. Et lui ? Qu'en est-il de lui dans tout ça ? La question devient étrangement secondaire. S'il revient, il ne trouvera plus la femme anxieuse qui attendait sa validation. Il trouvera une femme qui se tient droite, qui respire calmement, et dont la valeur ne dépend pas de son choix. Il trouvera une femme qui peut l'aimer, peut-être, mais qui n'a plus besoin de lui pour exister. Une femme qui posera des questions claires et attendra des réponses claires, parce que sa paix intérieure est devenue non négociable. S'il ne revient pas, ou s'il choisit clairement cette autre femme, la douleur sera peut-être là, comme un écho lointain. Mais elle ne sera plus une annulation de ton être. Ce sera une information. L'information que vos chemins devaient se séparer. Et tu seras capable de le laisser partir, avec gratitude pour la leçon involontaire qu'il t'a offerte. Car grâce à cette épreuve, tu as été forcé de construire en toi ce que tu cherchais désespérément à l'extérieur. Un sentiment inébranlable de ta propre place dans le monde. Le visage sur l'écran du téléphone, celui qui a déclenché la tempête, n'est plus un visage. C'est devenu une image d'archive,
une vieille photographie d'un voyage difficile mais nécessaire. Tu peux la regarder maintenant. La douleur n'est plus là. À la place, il y a une sorte de calme, la quiétude de celle qui est revenue d'un long exil. Tu as traversé le feu de la comparaison et tu n'as pas été consumé. Tu as intégré ton ombre. Tu as repris le pouvoir à ton animus jugeant. Tu es revenu à toi. Si ce parcours résonne en toi, si tu es en train de le traverser ou si tu en sors à peine, tu peux laisser une dernière phrase dans l'espace ci-dessous. Pas pour lui, pas pour elle. Une phrase pour toi. Une phrase qui scelle ce nouveau contrat avec toi-même. Cela pourrait être « ma valeur n'est plus à débattre » ou « je choisis de ne plus jouer » ou simplement « je rentre à la maison ».